Bonjour à tous. Je suis le docteur Muriel Bigot, cardiologue à La Rochelle en réadaptation. Je suis la présidente du GERSP et j'ai le plaisir de modérer cette session maladie coronaire et sport avec le docteur Lisa Richard de Saint-Orens. Et vous allez voir que c'est une session qui réunit cardiologue de réadaptation et cardiologue du sport pour balayer tous ces sujets. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet de cette session active et sportive avec la présentation du docteur Jean-Michel Guy de Saint-Étienne qui va nous présenter le cas d'un infarctus chez un triathlète. À toi, Jean-Michel. Bonjour à tous. À l'occasion de ce cas clinique qui correspond à un infarctus du myocarde chez un triathlète, je me propose de faire un point sur cette pathologie, donc l'infarctus, dans un contexte sportif, et aussi de montrer les éléments à obtenir qui sont nécessaires pour autoriser la reprise d'une activité sportive chez ce type de patient. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt, et voici le cas clinique. Il s'agit d'un homme de 38 ans qui n'a pas de facteur de risque connu cardiovasculaire, qui pratique de l'activité sportive depuis 20 ans et du triathlon depuis 8 ans, et qui, à l'occasion d'un triathlon de moyenne intensité, en juin 2017, présente une douleur thoracique qui, rétrospectivement, est assez typique de l'angor, durant l'épreuve de vélo. Cette douleur n'est pas très importante, c'est d'ailleurs pour ça qu'il va poursuivre et finir en 3h23 son épreuve. Le soir même, les symptômes persistent et il va finir aux urgences où l'examen clinique et l'électrocardiogramme ne vont rien montrer de particulier. Par contre, le dosage de troponine est élevé. On considère que c'est un infarctus. Il a une coronarographie et cette coronarographie retrouve une occlusion sur une plaque d'athérome rompue de l'artère diagonale bissectrice sans athérome sur le reste du réseau, avec également la mise en place, donc on le dilate et on met en place un stent actif de 2,5 et 12 mm de longueur. 7 jours plus tard, ce patient arrive en réadaptation, anxieux pour son avenir professionnel, sportif, dormant assez mal. L'examen clinique est normal, ainsi que son électrocardiogramme. L'échographie également, ne montrant pas de séquelles ventriculaires avec une fraction d'éjection à 65% normale. Et l'épreuve d'effort, alors qu'il est depuis 7 jours sous bêta-bloquant et fait sur vélo, est arrêté à 240 watts pour un petit début d'essoufflement à 117 battements, soit 68% de la fréquence cardiaque maximale théorique. Il n'y a pas d'anomalie rythmique ni signe d'ischémie. Il va donc suivre un programme de 3 semaines centré sur son activité physique, mais également sur cet aspect d'anxiété et aussi lui donner des conseils de bonnes pratiques d'activité physique, mais j'y reviendrai sur la diapo suivante. L'épreuve d'effort de sortie l'amène à 310 watts. Là, il est donc depuis un bon mois sous bêta-bloquant avec une fréquence max à 134, mais sans image d'arythmie, sans anomalie d'ischémie. Il est sous traitement classique associant une double antiagrégation plaquettaire, une statine, un bêta-bloquant. En ce qui concerne la réadaptation, c'est vrai que pour l'activité physique de ce genre de patient, et le docteur Guyot vous en parlera mieux tout à l'heure, eh bien nous faisons 5 sessions par semaine. On alterne, comme d'habitude, les plateaux et l'intervalle training, à forcément des niveaux d'intensité plus importants, mais on n'utilise pas le borne, mais plutôt la fréquence ou la puissance, puisque généralement, ces sportifs sont bien formés à ce type de niveau d'intensité. L'idée étant de le monitorer au départ, et puis de lui donner petit à petit le plus de confiance possible pour se coacher lui-même. Alors, c'est le point pour faire justement le point pour faire le diagnostic d'infarctus. Aujourd'hui, que représente l'infarctus sportif? Assez peu, 1,15% des événements à l'activité et 1400 à 1500 infarctus par an, sachant que des infarctus ce nombre doit être sous-estimé car il y a des infarctus post-effort qui ne sont pas comptabilisés. 94% des patients n'ont pas d'antécédents cardiovasculaires. Par contre, 57% négligent leurs facteurs de risque. Et ça, c'est important. Le mécanisme est classique, soit une rupture d'une plaque d'athérome, soit l'érosion d'une plaque d'athérome qui vont amener dans les deux cas à une thrombose. La rupture survenant plutôt dans une population de plus de 40 ans, sur des artères plutôt calcifiées, l'érosion plutôt sur des patients un peu plus jeunes, avec à chaque fois des mécanismes hémodynamiques, des contraintes mécaniques dans les artères et des systèmes d'inflammation mis en jeu justement lors d'un exercice intense. En fait, la question qui va être posée, parfois au bout de quelques mois, voire quelques semaines, voire quelques jours en réadaptation, c'est docteur, est-ce que je peux reprendre mon activité sportive, quand, comment et
à partir de quand. Alors, je vais me servir des recommandations qui ont été publiées cette année, les recommandations européennes, pour essayer de répondre à cette question, en sachant que si le but, c'est d'éviter que l'athlète, ou plutôt de permettre à l'athlète d'avoir une activité physique, c'est aussi d'éviter qu'il ait un nouvel événement. Donc, il faut lui proposer ça avec une activité et une sécurité maximale. Il faudra respecter les 4 éléments qui sont notés sur ce beau schéma de diagnostic, de stratification, de traitement et puis aussi de prise de décision avec le patient. Le médecin, il a pour objectif d'éviter les événements, les nouveaux événements cardiovasculaires de ce patient, rupture de plaque ou bien progression de plaque. Donc, le contrôle des facteurs de risque doit être important, ainsi que les conseils de bonne pratique. L'anomalie rythmique doit être détectée par des tests d'effort adaptés, maximum, avec un test d'effort au maximum de l'effort, un ECG éventuellement durant l'exercice, et puis des conseils par rapport à l'environnement de l'exercice qui peuvent favoriser les troubles rythmiques comme la déshydratation. En ce qui concerne le stent, on ne sait pas grand-chose. Est-ce que le stent a un risque de thrombose plus important en activité sportive? On ne le sait pas. Est-ce que le traitement antiagrégant est efficace avec une activité sportive? On ne le sait pas. En tout cas, si la question de compétition est posée, il faut s'entourer d'un bilan assurant d'une part l'absence de problèmes ischémiques, l'absence de problèmes rythmiques, mais aussi d'avoir la certitude que le niveau de performance du patient est en corrélation avec son projet sportif. Il faut stratifier ce patient, mais aussi stratifier le risque éventuel du sport en question. En l'occurrence, le triathlon, là, représente un sport d'endurance qui est de haute intensité. Donc, on a pour cela des aides, il faut s'en servir pour stratifier le patient au maximum et ensuite prendre la décision avec le patient de l'autoriser ou pas à reprendre une activité sportive et de compétition. En ce qui concerne ce patient, eh bien, son risque est faible. Il n'a pas de sténose coronaire, il a une fraction d'éjection normale, il n'a pas d'ischémie ni de troubles rythmiques. On peut l'autoriser à reprendre la compétition dans l'année en corrigeant forcément ses facteurs de risque et en décision avec lui. En conclusion, un athlète qui présente un événement coronarien est d'abord un coronarien. La réhabilitation cardiaque, la réadaptation cardiaque est un point important dans l'avenir de ce patient, dans la reprise d'une activité. Il faut que cette réhabilitation soit le plus individualisée possible. Les recommandations que nous avons aujourd'hui permettent de reprendre la compétition assez souvent. Il faut bien sûr, avec des examens adaptés, avoir la certitude que le risque est minimal. Il faut aussi savoir que ces recommandations ont un niveau d'évidence qui est relativement faible, et puis rester prudent et parfois prendre l'avis d'autres collègues pour une décision collégiale pour l'autoriser à reprendre une activité. Je vous remercie et reste à votre disposition pour des questions. Alors Jean-Michel, tu as évoqué dans cette belle présentation les incertitudes qu'on a sur l'évolution des stents chez les sujets sportifs. Il y a déjà eu une étude rétrospective sur le sujet. Je crois qu'il y a une étude prospective en cours. Est-ce que tu veux nous en parler ? Oui, alors effectivement, le problème du stent et de l'activité sportive, de l'activité sportive intense, puisqu'il n'est pas du tout question de remettre l'activité physique classique que l'on préconise en réadaptation, mais l'activité sportive intense pose au moins 2 problèmes. Le problème, c'est qu'on sait qu'il y a une hyperagrégabilité plaquettaire durant l'effort. On a des vieilles publications sur la vasoconstriction des artères stentées à l'effort, mais qui datent déjà de 15 ans, sur des cas cliniques. Et puis, on a aussi une certaine incertitude sur l'efficacité de l'antiagrégant plaquettaire durant l'effort. Est-ce qu'il garde ou pas ? Donc, devant ces questions, on s'est dit il faudrait essayer de trouver une solution, d'autant que ça n'existe pas dans la littérature. Et pour ça, on avait fait une première enquête, une étude rétrospective, et qui nous a amené quelques éléments informatifs, mais pas vraiment des choses décisionnelles pour notre conduite à tenir. Et on a mis en place, ça fait maintenant 1 an et demi, une étude qui s'appelle SCAPS2, SCAPS, voulant dire Stent Coronaire, Activité physique et sportive. Et il y a 30 centres en France qui travaillent sur cette étude, qui est une étude qui est mise en place par le Club des cardiologues du sport, maintenant aussi reprise par le GRSP, parce que dans ces centres, il y a aussi des centres de réadaptation cardiaque, en plus des centres d'angioplastie. On est aujourd'hui à peu près à un peu plus de 800 patients, et on va faire un suivi à 1 an et 3 ans de ces patients qui ont été stentés pour voir un petit peu. Alors, il s'agit de patients qui avaient déjà une activité physique
et sportive et qui continuent à avoir une activité physique après leur événement cardiaque et leur stent pour essayer de mieux apprécier s'il y a des risques particuliers en termes de stent actif ou passif, bien qu'il y ait pratiquement plus de stent passif. Et puis, en fonction des traitements, des choses comme ça. Donc, on fait une enquête à 1 an et 3 ans. Et on a déjà un peu plus rappelé 200 patients à 1 an, pour l'instant sans chose particulière. Voilà, donc on verra un petit peu plus à la fin de l'année. On aura fini notre recrutement et on saura donc dans 3 ans ce que ça peut donner au niveau de l'activité physique sportive, mais aussi d'autres types d'activités physiques, puisqu'on a 3 classes d'activité physique, et chez les porteurs de stent. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour cette explication quant à cette étude. Nous allons maintenant passer à la présentation de Sylvain Guérard, qui va aborder la pathologie coronaire non athéromateuse et la pratique sportive. Sylvain, nous t'écoutons. Bonjour, je remercie le comité d'organisation pour son invitation à participer à cette session sur maladie coronaire et sport. Je suis le docteur Guérard, je suis coprésident du Club des cardiologues du sport. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation et pour entrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter le premier cas clinique d'un homme de 51 ans, triathlète, sans facteur de risque cardiovasculaire, asymptomatique, qui vient réaliser une épreuve d'effort dans le cadre de son certificat d'absence de contre-indication à la compétition. Cette épreuve d'effort est d'un très bon niveau pour 270 watts, pour 130 watts théoriques. Il n'y a pas de symptômes, la fréquence cardiaque maximale est à 169 BPM, 60% de la FMT, et comme vous pouvez le constater, il existe manifestement un sous-décalage du segment ST qui atteint 2,15 mm. Dès lors, s'agissant d'un sportif asymptomatique sans facteur de risque cardiovasculaire, nous avons réalisé d'emblée un scanner coronaire. Le score calcique est nul et vous pouvez le constater, il existe un pont myocardique sur 3 cm au niveau de l'interventriculaire antérieur que l'on retrouve ici sous la flèche rouge et puis ici sur cette coupe de 2,8 mm de profondeur. À partir de là, la question essentielle est l'existence ou pas d'une ischémie myocardique induite par ce pont myocardique, raison pour laquelle nous avons réalisé une scintigraphie qui a permis une charge identique à celle de l'épreuve d'effort et, comme vous pouvez le constater, ne met pas en évidence d'ischémie myocardique. Alors, pour refaire un point sur le pont myocardique, sa prévalence varie de 0,5 à 12% dans la population générale et peut augmenter jusqu'à 75% selon les séries angiographiques et les séries scanographiques. L'essentiel est l'existence ou pas d'une ischémie induite à l'effort, puisqu'habituellement le pont myocardique est de bon pronostic en l'absence d'ischémie et en l'absence de cardiomyopathie hypertrophique associée. Concernant la pratique d'activité physique et sportive, selon les dernières recommandations de l'ESC de 2020, la participation au sport de compétition peut être autorisée chez les sujets porteurs d'un pont myocardique asymptomatique, chez lesquels il n'existe pas d'ischémie d'effort induite, ni de trouble du rythme à l'effort. À l'inverse, le sport de compétition peut être contre-indiqué ou justifier alors la mise en route d'un traitement bêta-bloquant, voire d'une réparation chirurgicale. La deuxième pathologie non athérosclérotique est l'anomalie de naissance des coronaires. Sébastien, chasseur alpin de 28 ans, qui a un entraînement intense, régulier, de plus de 10 heures hebdomadaires, présente sur son électrocardiogramme des anomalies de la repolarisation avec des ondes T négatives de V3 à V4. L'échocardiographie ne met pas en évidence de cardiopathie, en particulier pas d'hypertrophie, raison pour laquelle il est réalisé d'emblée une épreuve d'effort qui permet là aussi une charge remarquable de 262 watts pour 173 battements. Il n'existe pas de symptômes, pas de manifestations cliniques, mais là également un sous-décalage du segment ST qui dépasse 3 mm dans 3 dérivations, évoquant une ischémie. Étant sportif sans facteur de risque, nous avons réalisé à nouveau un scanner coronaire qui ne met pas en évidence de pont, mais par contre une anomalie de naissance de la coronaire droite qui naît, comme vous le voyez ici, du sinus gauche. On le retrouve sur ces deux autres
une photo du scanner. Je vous ai remis au milieu les 4 principales anomalies de naissance des coronaires, avec en vert celles habituellement de bons pronostics et en rouge celles de moins bons pronostics, de mauvais pronostics, avec le trajet intera-aortico-pulmonaire sur cette forme-là, ou bien le trajet intramural avec une naissance avec un angle aigu pouvant entraîner une réduction de la lumière. Les anomalies de naissance des artères coronaires ont une prévalence de moins de 0,5% dans la population générale d'adolescents. Elles sont habituellement asymptomatiques, mais la douleur thoracique d'effort, la syncope d'effort, voire la mort subite peuvent être parfois, malheureusement, la première manifestation clinique. L'ischémie induite par ces anomalies de naissance provient de l'anomalie de trajet avec la compression de l'artère entre l'aorte et l'artère pulmonaire, ou la réduction de la lumière au niveau de l'angle de naissance de l'artère coronaire au niveau de l'aorte, ou bien de la compression de l'artère dans son trajet intramural. Concernant les recommandations également de la Société européenne de cardiologie de 2020 sur la pratique du sport chez les sujets porteurs d'une anomalie de naissance des coronaires, s'il s'agit d'une forme de mauvais pronostic avec un trajet intera-aortico-pulmonaire ou un trajet intramural, le sport de compétition n'est pas autorisé et il est nécessaire d'envisager une réparation chirurgicale avant d'envisager une reprise ultérieure des activités physiques et sportives. Dans tous les cas, les patients porteurs d'anomalies de naissance des coronaires doivent avoir une évaluation à l'effort complète à la recherche d'une ischémie myocardique ou pas. En conclusion, dans la pathologie coronaire non athérosclérotique entraînant une ischémie, nous avons essentiellement le pont myocardique, habituellement bénin, mais qui peut induire parfois une ischémie d'effort et nécessiter un traitement bêta-bloquant ou une chirurgie avant d'envisager une activité physique et sportive en compétition, et les anomalies de naissance des artères coronaires, dont l'ischémie induite par la compression de l'artère au niveau du trajet intramural ou aortico-pulmonaire, entraîne une contre-indication à la pratique d'activités physiques et sportives et nécessite également une chirurgie réparatrice avant d'envisager la pratique de ces activités sportives. Je vous remercie. Merci Sylvain pour cette passionnante présentation. Alors moi j'avais une question concernant le premier patient qui présente un pont myocardique. Je voulais savoir si il s'agissait de sa première épreuve d'effort et si non, est-ce que, parce qu'on aurait pu imaginer qu'on avait peut-être repéré des signes un peu litigieux d'ischémie auparavant. Et puis je voulais savoir justement si tu peux nous donner des indications quant au positionnement de l'épreuve d'effort dans le certificat d'absence de contre-indication à la pratique sportive chez les patients coronariens, chez les patients en général. Oui, alors pour répondre à ta première question, effectivement, le premier patient, le triathlète, n'avait pas eu d'épreuve d'effort, c'était sa première, parce qu'il n'avait pas de facteur de risque, il avait toujours fait du sport, il était asymptomatique, donc il n'en avait pas eu. Et je pense effectivement que s'il avait eu une épreuve d'effort, on aurait déjà vu les signes d'ischémie. Après, pour répondre à ta deuxième question, je crois que effectivement, l'épreuve d'effort, donc l'indication a été revue un petit peu dans les dernières recommandations de la Société européenne, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui est très important, c'est l'intensité de l'activité physique et c'est surtout l'existence de facteurs de risque cardiovasculaires comme le majeur, comme le tabagisme, comme l'hypertension artérielle, parce qu'on a encore beaucoup de sportifs qui fument, et qu'il y a certes l'ancienneté de l'activité physique, mais il ne faut pas négliger ces facteurs de risque. Il ne faut pas négliger non plus l'hypercholestérolémie qui est souvent sous-estimée chez les sportifs. Donc, dès lors qu'on a un sportif qui s'oriente vers de la compétition et qui a au moins un facteur de risque majeur, je crois qu'il faut l'amener à l'épreuve d'effort. Après, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des épreuves d'effort comme on le fait dans notre pratique quotidienne, enfin en cardiologie générale. Il faut vraiment une épreuve d'effort qui soit maximale, interrompue par épuisement. Il faut amener vraiment notre sportif jusqu'au maximum de ses possibilités et ne pas se contenter d'une épreuve d'effort à 90% de la FMT. Donc ça, c'est un élément essentiel. Après, il faut que cette épreuve d'effort,
pour cette épreuve d'effort, on utilise l'ergomètre qui correspond à notre sportif. Donc, pour le coureur à pied, ça sera un tapis, pour le cycliste, du vélo, et non pas faire l'inverse. Alors, je vous propose d'enchaîner avec la présentation suivante. J'ai le plaisir d'inviter le docteur Pascal Guyot, cardiologue en réadaptation à Rennes, à nous parler des particularités de la réadaptation chez les coronariens sportifs ou chez les sportifs coronariens. Bonjour, je suis Pascal Guyot, cardiologue réadaptateur à la clinique Saint-Yves à Rennes. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir permis de discuter avec vous de la question de la réadaptation du cardiaque sportif. C'est un sujet qui soulève un certain nombre de questions. J'en ai sélectionné 3. Doit-on réadapter les cardiaques sportifs, puisqu'après tout, ils font déjà de l'activité physique, on peut penser que ça ne posera pas de problème pour la suite. Si oui, quel type de programme leur proposer? Et enfin, cela leur permettra-t-il de reprendre une activité physique de bon niveau, voire la compétition? Alors, faut-il les réadapter? Oui, bien évidemment, puisque la réadaptation ne se limite pas à l'entraînement physique, mais une prise en charge globale qui a démontré, au cours des 30 dernières années, régulièrement publié, un impact favorable sur la mortalité, la morbidité cardiovasculaire, ainsi que sur l'espérance de vie. Et il n'y a aucune raison de priver nos cardiaques sportifs de cette prise en charge, qui a reçu une recommandation de grade 1A de toutes les sociétés savantes, notamment la Société européenne de cardiologie, qui souligne d'ailleurs que chaque semaine d'attente de reprise de l'activité physique se soldera par un mois supplémentaire nécessaire pour arriver au même niveau de compétence. Alors, quel programme leur proposer? Ces patients-là doivent d'abord être considérés comme des patients cardiaques avant d'être des athlètes, puisque c'est le problème en question, et ils devront être traités selon les mêmes règles que les patients habituels, bien évidemment avec des adaptations à leur situation. Notamment lors de l'évaluation initiale, on s'attachera à voir l'impact psychologique qu'a eu cet accident souvent inattendu dont ils se pensaient prémunis par leur pratique sportive. Est-ce qu'ils pensent que ça va altérer définitivement leur qualité de vie et leur performance? Quelle est leur représentation de la maladie? Se renseigner également sur le niveau de performance avant l'accident et quels sont leurs projets actuels, leurs objectifs. On les sensibilisera sur des symptômes qui sont parfois un peu atypiques. On essaiera de préciser au mieux la fonction systolique ventriculaire gauche, c'est un point important pour les décisions ultérieures, et on les soumettra à un test d'effort cardio-respiratoire systématique, maximal, limité par les symptômes. Ils nécessiteront peut-être un soutien psychologique qui sera adapté à leur situation, et on leur proposera un programme d'éducation thérapeutique selon les axes dégagés lors du diagnostic éducatif initial. Quelques points seront cruciaux ici. L'arrêt impératif du tabagisme, qui n'est pas exceptionnel chez les sportifs, les sensibiliser aux dangers du dopage, fixer avec eux également des projets à court, moyen et long terme, puisqu'il n'est pas question de reprendre l'activité antérieure d'emblée. Il faudra donc s'y préparer. Insister sur l'importance de l'entraînement régulier par la suite. On sait bien qu'un certain nombre de sportifs, même d'assez bon niveau, résument leur entraînement au match du week-end, et on sait que ce sont des situations particulièrement dangereuses. On insistera sur la diététique cardioprotective, mais également adaptée à l'activité physique, à l'observance pharmacologique, notamment vis-à-vis des statines qui doivent être prises à la dose maximale tolérée dans le cadre du contrôle de la maladie, les agents anti-agrégants et les traitements bêta-bloquants. On insistera également sur l'intérêt d'un suivi cardiologique périodique ultérieur. Les sessions d'entraînement ne seront pas très différentes de celles qu'on propose aux patients habituels, avec de l'entraînement aérobique, de la résistance et de la gymnastique. Ce qui sera un peu différent, c'est que l'on se basera pratiquement exclusivement concernant l'entraînement aérobie sur les fréquences cardiaques et non sur l'échelle de Borg. On réévaluera périodiquement cette épreuve d'effort parce que les fréquences cardiaques pourront évoluer au cours de l'entraînement, et on proposera régulièrement, comme on fait d'ailleurs à beaucoup de patients, de l'entraînement à haute intensité. Alors, pourront-ils reprendre la compétition? Eh bien, autrefois, le cardiaque était confiné à des sports genre golf ou billard. Les dernières recommandations publiées par l'ESC cette année sont beaucoup plus ouvertes et avec des niveaux de preuves et de recommandations plus élevés qu'antérieurement. Ils recommandent pour tous les patients qui n'ont pas d'ischémie documentée la possibilité de reprendre un exercice physique de bon niveau, voire la compétition, sous réserve bien sûr d'une évaluation individualisée. Les sports possibles ont été un petit peu affinés dans leur classification, que vous avez dû voir paraître dans la presse, avec 4 qualifications: les sports techniques, les sports en puissance, les sports en endurance et les sports mixtes, et une distinction plus subtile à l'intérieur de chacun d'entre eux en fonction de l'intensité requise. Et dans les zones à haute intensité, on trouvera parfois motif à certaines restrictions.
Avant d'envisager la reprise d'une activité physique de bon niveau de compétition chez les patients, on s'intéressera à repérer quelques critères, notamment quel est le type et le niveau du sport en compétition qu'ils ont prévu de reprendre, quelle est leur compétence et leur niveau physique actuel, quel est le profil de risque et le niveau de contrôle des facteurs de risque chez eux, y a-t-il une ischémie myocardique induite à l'effort, des arythmies ventriculaires et enfin une atteinte de la fonction ventriculaire gauche. Et on a 5 critères qui sont plutôt de mauvais pronostics, en tout cas de grande vigilance. C'est l'existence de lésions coronaires sévères sur l'ensemble des coronaires, l'existence d'une dysfonction ventriculaire gauche, même modeste, moins de 50% de fraction d'éjection, ou d'anomalies de la cinétique segmentaire, l'existence bien sûr d'une ischémie documentée par l'épreuve d'effort, ou d'arythmie à l'effort, et enfin les patients revascularisés depuis moins d'1 an. Le raisonnement sera conduit dans la recherche de l'ischémie myocardique. 2 situations, il n'y a pas d'ischémie myocardique, le patient est asymptomatique, sa fonction systolique ventriculaire gauche est sensiblement normale et on n'a pas d'arythmie. Il entre dans une catégorie à bas risque et là, il peut prétendre à reprendre une activité physique intense, voire en compétition, sous réserve bien sûr d'une évaluation périodique et d'un entraînement adapté. Quelques restrictions seront parfois apportées au cas par cas en fonction du sport choisi, notamment quand il s'agit de sport à haute intensité, et puis de principe chez le sujet de plus de 60 ans, puisque l'âge lui-même est un facteur d'accident cardiovasculaire, donc on modulera la décision là-dessus. S'il existe une ischémie, il faudra faire une angiographie et distinguer les lésions en fonction de leur risque évolutif. Les lésions à bas risque seront traitées comme telles et on passera facilement dans la catégorie précédente avec l'accessibilité à tous les types de sport. En cas de lésion à haut risque, on s'efforcera d'avoir une revascularisation complète et en fonction du résultat, soit la revascularisation est possible, le patient redevient asymptomatique, sans ischémie, bon ventricule gauche, il repasse dans la catégorie à bas risque, pas de restriction particulière. À l'inverse, s'il persiste une ischémie et une revascularisation anatomiquement incomplète ou fonctionnellement incomplète, eh bien, il y aura quelques restrictions et on n'autorisera la compétition que chez des patients pratiquant des sports techniques avec un niveau d'intensité léger à modéré. Cela peut encore être modifié en fonction du cas particulier. En conclusion, les cardiaques sportifs doivent être réadaptés comme les autres. Les programmes, bien sûr, seront adaptés à leurs objectifs et leurs capacités. Et dans la plupart des cas, on pourra permettre la reprise d'une activité physique de bon niveau, voire en compétition, chez les patients, après une période de 3 à 6 mois après l'accident, qui aura été mise à profit pour un entraînement approprié. Tout cela devra être fait en coopération avec le patient et tracé dans son dossier. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation très claire et très intéressante. Est-ce que tu veux revenir pour nous sur les aspects particuliers de la réadaptation chez les sportifs, notamment en termes de prise en charge psychologique et en termes de conseils spécifiques à leur donner, que ce soit sur les modalités de la pratique sportive, mais aussi sur l'observance thérapeutique, sur tous les versants de la prévention secondaire, en fait? Oui, bonjour. La réadaptation du sportif coronarien ne diffère pas fondamentalement de ce qu'on propose aux autres patients, mais il y a quelques points sur lesquels on doit insister, qui sont liés d'une part à la représentation qu'ont souvent les sportifs de la maladie. Ils ont tendance à un peu en minorer la gravité, et puis leur anxiété également vis-à-vis de la reprise ou de l'absence de reprise de leur activité antérieure. Alors, comme pour chez tous les coronariens, on insistera beaucoup sur la correction optimale des facteurs de risque modifiables, notamment le tabagisme, qui est loin d'être exceptionnel chez les sportifs et qui ont tendance souvent à en nier la nocivité, pensant que le sport efface les effets de cette intoxication. Il y a également le traitement de l'hypercholestérolémie, de l'hypertension. Tout ça, ça doit être réglé et l'importance doit être soulignée. Le deuxième point, c'est l'observance thérapeutique, notamment vis-à-vis des statines et des antiagrégants plaquettaires qui ont parfois un peu mauvaise réputation et qui sont redoutés pour leurs effets secondaires souvent plus craints que réels. Mais enfin, il faudra bien insister sur l'importance d'avoir une statine à la dose maximale tolérée, si possible à l'objectif de LDL, et puis de respecter la double antiagrégation plaquettaire pour le délai qui a été fixé. L'anxiété des patients sera à prendre en compte, elle est double, enfin elle est ambivalente en fait, cette anxiété, c'est vis-à-vis de la reprise. Il y a une certaine crainte et en même temps, il y a une impatience à reprendre l'activité antérieure et si possible au même niveau. Et là, il faudra savoir raisonner le patient pour lui expliquer que oui, probablement on pourra le faire, il y a de grandes chances qu'on le fera, mais pas tout de suite, qu'il faut passer par des étapes qui vont leur paraître peut-être un petit peu plus frustrantes, d'un entraînement inférieur à ce qu'ils avaient l'habitude de pratiquer, mais que peu à peu, ils pourront retrouver leur niveau de performance antérieur.
Il faudra également insister sur l'importance au long cours d'un entraînement régulier parce qu'un certain nombre de sportifs, entre guillemets, vétérans ont tendance un peu à vivre sur leurs acquis, s'imaginant que la pratique du week-end, le match du week-end va suffire à maintenir une forme physique suffisante pour pratiquer sans risque, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Il faudra savoir les en convaincre et essayer d'obtenir qu'ils aient un entraînement un peu étalé sur la semaine. On insistera aussi beaucoup sur la nécessité d'un suivi cardiologique ultérieur, car la maladie est chronique. Ils ont parfois tendance à se focaliser sur l'accident et puis après oublier que la maladie peut évoluer. Et donc d'avoir un suivi cardiologique avec notamment des tests d'effort, enfin, tout un suivi adapté à leur pratique. Et puis on insistera aussi sur l'écoute des symptômes que les sportifs ont parfois tendance à négliger ou à ne pas vouloir reconnaître. Et savoir reconnaître une baisse inexpliquée de performance sera un point important à souligner chez eux pour solliciter un avis médical à ce moment-là. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Pascal, pour ces précisions. Nous allons maintenant passer à la présentation du docteur Benoît Bruand et qui va nous éclairer et nous donner des précisions quant à la reprise de la plongée chez les patients coronariens. Bonjour, bienvenue à cette session Coronarien et Sport pour parler de la plongée. Benoît Bruand, je suis cardiologue et médecin du sport, membre du club des cardiologues du sport, de la Société française de physiologie et de médecine subaquatique et hyperbare, et j'avais coordonné le groupe de travail cœur et plongée pour la Fédération française d'études de sport sous-marin. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Les cardiologues connaissent bien les coronaropathies, mais sont peut-être moins au courant des problèmes spécifiques de la plongée sous-marine. En cardiologie du sport, le premier réflexe est de vérifier les classifications qui existent. La classification européenne ne nous aide pas beaucoup puisque la plongée est simplement classée comme sport technique. On a quand même un avertissement sur le risque particulier en cas de syncope puisque nous sommes dans un milieu particulier. La recommandation américaine, donc on a également le diving avec l'avertissement en cas de syncope, plus la petite étoile pour le risque traumatique, car en fait, cette classification s'appliquait au départ au plongeon. Donc, on est classé dans les activités à composante statique modérée, donc moins de 20% de masse musculaire, une composante dynamique faible, ce qui n'est pas tout à fait exact pour la plongée sous-marine. Si on se réfère au compendium des activités physiques de l'Université d'Arizona, on retrouve également donc, le scuba diving, donc la plongée scaphandre, avec une évaluation de capacité physique à 7 équivalents métaboliques, mais avec des valeurs extrêmes jusqu'à 16 équivalents métaboliques. En fait, tout ça ne nous renseigne pas sur les risques spécifiques de la plongée. Le premier risque spécifique, c'est le barotraumatisme, qu'on a tous déjà expérimenté en sentant ses oreilles quand on veut essayer de descendre sous l'eau ou quand on monte en avion. Le deuxième risque, c'est le risque d'accident de désaturation ou de décompression qui est lié à la dissolution de l'azote dans le corps pendant la plongée, mais ça ne concerne pas directement le coronarien, mais plutôt les problèmes pour des porteurs de shunt. Le risque le plus spécifique, c'est le risque d'œdème pulmonaire d'immersion. En effet, la plongée sous-marine, l'immersion dans l'eau, expose à une grosse contrainte hémodynamique avec un effet de contention et une vasoconstriction importante liée au froid qui fait que la masse sanguine est refoulée vers le noyau central, c'est-à-dire vers l'ensemble cœur-poumon. Cette contrainte hémodynamique importante fait que, de manière générale, la plongée doit être déconseillée aux coronariens et aux cardiaques d'une manière générale. Cependant, on est régulièrement confronté à des sujets très motivés, des plongeurs déjà aguerris qui veulent à toute force reprendre leur activité favorite après un événement cardiaque. Pour cela, on avait publié en 2009 et présenté aux 18e journée de la Journée européenne de la Société française de cardiologie, des recommandations qu'on avait établies pour la Fédération française d'études de sport sous-marin. Un argumentaire long avait été publié dans le bulletin de médecine subaquatique et hyperbare. Ça avait été établi donc avec Gérard Finet, Vincent Lafay, Rémi Kraft et Frédéric Roche. On a publié en 2017 un livre Cœur et plongée où l'article sur les coronariens est repris par Gérard Finet et reprend le fil de ses recommandations. On va déjà voir dans quel cas la plongée doit rester contre-indiquée ou en tout cas fortement limitée. Donc déjà quand il y a la notion d'un spasme coronaire, puisqu'on sait que les spasmes coronaires peuvent être induits par l'eau froide et que par ailleurs en plongée, on a des variations importantes du taux d'oxygène et l'oxygène est vasoconstrictrice. Il faut également se méfier des patients qui ont des lésions diffuses d'artériosclérose, que ce soit des atteintes tritronculaires
ou des atteintes du tronc coronaire gauche, même après revascularisation, car on sait que plus il y a d'athérome, plus il y a potentiellement de plaques vulnérables qui exposent à des événements aigus non prévisibles par les examens fonctionnels. Enfin, la troisième contre-indication, en tout cas limitation d'activité, c'est quand la fonction cardiaque est altérée, que ce soit avec une fraction d'éjection à moins de 50% ou en cas d'hypertension pulmonaire, car les patients sont particulièrement exposés au risque d'œdème pulmonaire d'immersion. Pour autoriser la plongée, on peut l'envisager après un délai minimum de 6 mois de stabilité après le dernier événement coronarien, qu'il s'agisse d'un événement clinique ou d'un événement thérapeutique comme une revascularisation. Pendant ces 6 mois, il faut que le patient soit resté actif sans avoir eu de malaise et sans avoir besoin de consommer de trinitrine, qui est un médicament uniquement symptomatique. Il faut évidemment que les facteurs de risque soient contrôlés de manière optimale et en particulier obtenir un arrêt complet du tabac. La plongée, la reprise de la plongée peut être une importante motivation pour ces sujets pour leur sevrage. Il faut que le traitement soit également optimisé en fonction des recommandations en vigueur, avec des bêta-bloquants quand ils sont indiqués, mais en évitant les médicaments hypoglycémiques. Il faut avoir une bonne adhérence du patient au traitement pour établir la relation de confiance, car si on a un patient qui commence à contester les traitements, on peut se demander s'il respectera vos recommandations pour la reprise de la plongée. L'élément clé, c'est le test d'effort, alors qui n'est pas à visée diagnostique, même si évidemment il ne doit pas montrer d'arythmie ou d'ischémie. Donc un test d'effort plutôt à visée pronostique, réalisé sous le traitement habituel avec les bêta-bloquants quand ils sont indiqués. Le but du test d'effort, c'est surtout de montrer que le patient a un entraînement physique régulier et une bonne capacité physique. On avait initialement hésité à mettre une norme d'activité de capacité physique. On a finalement recommandé plus de 10 équivalents métaboliques pour les hommes de moins de 50 ans, 8 pour les hommes de plus de 50 ans ou les femmes de moins de 50 ans, et 6 équivalents métaboliques pour les femmes de plus de 50 ans, en sachant que pour les femmes, la capacité physique peut être moindre pour la pratique de la plongée. Voilà, si toutes ces conditions sont réunies, on peut éventuellement autoriser une reprise progressive et prudente de la plongée, avec de la méfiance pour l'eau froide, un accès progressif à la profondeur et une méfiance par rapport aux mélanges enrichis en oxygène, même s'ils ne sont pas formellement contre-indiqués. L'autorisation de plongée concerne uniquement de la plongée d'exploration, c'est-à-dire que même s'ils sont moniteurs bénévoles, il ne faut plus qu'ils encadrent d'autres plongeurs, et on a contre-indiqué l'utilisation des mélanges hypoxiques qui sont en fait destinés à la plongée très profonde. Voilà, donc l'objet de cet exposé n'est pas de favoriser la pratique de la plongée par les coronariens, mais de savoir l'encadrer en s'appuyant sur les recommandations de la Société française de médecine subaquatique et hyperbare et de la Fédération d'études de sport sous-marin, donc avec un arbre décisionnel qu'on peut retrouver sur leur site en téléchargement ou que vous pouvez également retrouver sur le site CardioSub où je peux répondre à vos questions. Alors, merci Benoît pour cette présentation très intéressante. Est-ce qu'on peut revenir sur les contre-indications ou les autorisations possibles chez les patients dont la plongée sous-marine est le métier, c'est-à-dire dans le cadre professionnel, et évoquer également les conseils à délivrer aux patients lors de la reprise de la plongée sous-marine? Alors c'est des recommandations qui avaient été faites au départ pour la plongée de loisirs, à la demande de la fédération donc, de loisirs. Alors pour les travailleurs sous-marins, on est dans une problématique complètement différente puisqu'on est sur de l'aptitude et on est sur une population qui est quand même beaucoup plus jeune parce qu'il faut savoir qu'à partir de 35 ans, ils sont screenés déjà sur les facteurs de risque, ils ont les tests d'effort ou des coroscanners quasiment systématiquement. Qu'à 45 ans, la majorité est arrêtée et qu'à 55 ans, on est vraiment sur des cas exceptionnels de dérogation. Donc c'est vrai que chez un sujet jeune, alors l'esprit des recommandations, c'était un sujet jeune, fumeur, qui a fait une nécrose sans séquelles et qui veut reprendre, donc effectivement, on le pardonne, entre guillemets, donc ça peut être le cas pour un travailleur sous-marin. Par contre, sur un sujet vieillissant avec de l'athérosclérose, son aptitude sera très facilement supprimée, hein, donc on n'a pas cette problématique de sujet vieillissant chez les travailleurs sous-marins. Sinon, pour la reprise, c'est comme toutes les activités sportives, avec en plus le risque spécifique du milieu, il faut insister sur l'entraînement physique régulier. Hein, comme je le dis dans le topo, le test d'effort, il a plus pour but de vérifier que les gens ont un entraînement physique régulier et gardent une bonne capacité physique. Après, la reprise, elle devrait être progressive. La profondeur n'est pas vraiment un problème. Du moins, c'est vrai que plus on est profond, plus il y a de contraintes. Après, il faut un accès progressif. C'est plus le froid qui peut poser problème, effectivement. Alors moi, c'est vrai que je suis dans une région qui n'est pas
maritimes où les gens vont plonger dans les gravières où il fait assez froid, donc on a quelques problèmes avec ça. J'avais juste une question concernant les restrictions pour les patients plongeurs diabétiques, étant donné que le traitement en risque d'hypoglycémie est contre-indiqué. Comment ça se passe pour ces patients? Alors, pour les diabétiques de type 2, donc c'est vrai qu'on a dit qu'il fallait éviter les traitements hypoglycémiants. Bon, c'est vrai que dans la prise en charge actuelle du diabète, ils ne sont plus du tout en première ligne. Pour les patients sous insuline, c'est effectivement plus délicat. Il y a un protocole qui existe pour les diabétiques de type 1, mais qui est plutôt pour les sujets jeunes, effectivement, dans lequel il est précisé qu'en cas de macro-angiopathie, micro- ou macro-angiopathie, il y a contre-indication définitive. Donc, c'est vrai que le sujet sous insuline, coronarien, vraiment, il y a vraiment un cumul. Donc là, je pense qu'il faut savoir leur dire non à un moment. Très bien, merci. Eh bien, nous arrivons au terme de cette passionnante session. Je remercie l'ensemble des orateurs pour leur présentation précise, claire et pour la réponse à nos questions, même si elles n'ont pas été forcément très nombreuses en raison du temps imparti. Je vous remercie à tous de vous être connectés nombreux et nous vous donnons rendez-vous pour nos prochains congrès. Tout d'abord, celui du Club des cardiologues du sport le 18 et 19 juin à Marseille et pour les journées nationales du GERSP qui auront lieu à La Rochelle le 16 et 17 septembre prochain, en espérant vous revoir en présentiel. Nous vous souhaitons une très agréable fin de congrès. Merci, au revoir.